Alors, vous restez là. On va établir un échange avec la salle. Alors, euh, au fond, M. Rabouin avait reçu, comme M. Charlebois et Mme Bérère, 4 questions assez importantes auxquelles il a tenté de répondre, jusqu'à comment, comme tiers neutre, l'Office peut être utile dans le processus de planification, et on a beaucoup débattu de ça. Autant pour les élus, les services municipaux, la société civile, comment un tiers neutre peut être utile dans le processus d'élaboration des projets urbains et des politiques municipales, encore une fois pour les élus, les services municipaux et la société civile, et est-ce que l'intervention d'un tiers neutre permet de sauver du temps ou de mieux connaître les tenants ou les aboutissants des grands projets urbains. Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bonjour, monsieur. Alors, vous voulez peut-être entrer dans la danse. Représentez-vous à nouveau et à qui s'adresse votre question? Mon nom est Dimitri Roussopoulos et je m'adresse à tous les citoyens et citoyennes ici présentes. D'accord. Et je veux introduire une note de réalisme. Moi, je crois, dans le même sens un petit peu que Jean Paré et Michel Gariepi, que l'OCPM est en danger. Il faut empêcher trop de triomphalisme, même dans une occasion aussi agréable et importante comme aujourd'hui, qui est une célébration. Je connais qu'il y a des intérêts économiques très puissants, locaux, canadiens et internationaux, qui détestent l'Office de consultation publique. Donc, l'Office a des ennemis, c'est ce que vous nous dites. Oui. Et il y a aussi des élus et des fonctionnaires qui sont, pour être polis, mal à l'aise avec l'Office de consultation publique parce que c'est trop indépendant. OK? Une épine au pied. Alors, la question est, et l'Office est une grande réalisation, mais il y a d'autres aussi outils démocratiques qui ont été créés dans les derniers temps, qu'on peut reconnaître comme des instruments très importants. Et il faut être très vigilant à partir de maintenant jusqu'à les prochaines élections, qu'il y aura des intérêts qu'on va surgir sur la scène publique et en arrière-scène pour, après moi, et je suis pas mal bien informé à ce sujet-là, que de déformer les réalisations qu'on a mises sur place jusqu'à maintenant. Alors la question est comment on peut se préparer pour un tel acte de vigilance? Comment on va défendre tout ça? Il faut penser à ça, il faut penser dans un sens stratégique et pas d'être naïf du tout. Je pense qu'on vous a bien compris. Merci beaucoup, M. Roussopoulos. Est-ce que c'est partagé largement dans cette salle que l'Office de consultation publique soit visiblement ou à court terme en danger? Est-ce que je peux vous entendre là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'on est un... Monsieur Charlebois? Oui, allez-y. Mais j'aimerais ça. Je pense que la réponse est oui. Pas particulièrement parce que c'est l'Office de consultation publique, mais parce que les esprits, les orientations changent dans le temps. Et je pense que la vulnérabilité est toujours là. Comment garer contre ça? Je ne me suis pas du tout en désaccord avec Dimitri. Je pense qu'il y a une grande question et qu'on devrait commencer à réfléchir. Pour ma part, je pense que ça commence avec et ça a été soulevé plus tôt cet après-midi, ça commence avec une évaluation indépendante de l'impact et du rendement de l'Office de consultation publique, des consultations réalisées jusqu'à ce jour. Et cette évaluation-là devrait être faite par qui?
Mais c'est ça, je n'ai pas la réponse, mais il y en a des technologies, des méthodologies pour arriver à démontrer que l'investissement qui est fait dans les consultations, que ce soit par des participants, que ce soit par la ville, que ce soit par quiconque, produit un rendement intéressant pour l'ensemble de la société, que ce soit par le biais de la bonification des projets démontrés, que ce soit par des indicateurs de démocratisation du processus, que ce soit par le bonheur total des promoteurs immobiliers qui y trouvent leur compte. Whatever it is, il faudra établir des indicateurs de bon rendement de l'Office de consultation publique, pas nécessairement de l'Office comme tel, mais de la consultation publique. Écrite toute large, de sorte que quiconque qui arrive en poste dirait « ça, c'est un acquis. C'est un acquis, puis il faut le maintenir. » Il faut se souvenir, Pierre Bourque, pour des raisons que j'ignore parce que je n'étais pas partie d'aucune conversation, mais il était soumis à une énorme pression pour éliminer plusieurs des mécanismes, pas juste la consultation, mais plusieurs des mécanismes de bon urbanisme et tout ça, qui semblaient être perçus par bon nombre de publics comme étant vraiment des empêcheurs de tourner en rond, et donc il a tout éliminé ça. La protection démocratique, même si on avait ça inscrit dans la charte et dans les lois, un nouveau conseil d'administration, un conseil municipal, parce que c'est lui qui délègue à l'Office de consultation publique, détermine les questions, détermine les enjeux, détermine tout. Donc, si on veut l'écarter puis le marginaliser, tout à fait possible de le faire, même si c'est inscrit dans une loi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut contribuer à ça? Monsieur Gariepi, allez-y. Madame, mettez-vous... Ben oui, allez-y. Tous les deux, il y a 2 micros. Allez-y. Bon, il est galant. Bonjour, madame. Nommez-vous. À qui s'adresse votre question? Merci, monsieur Gariepi. Marie-Odile Trépanier. Je m'adresse à Cameron Charlebois et je veux reprendre la question de la bonification des projets. Ça me paraît essentiel comme question et je trouve qu'on n'en a pas suffisamment parlé aujourd'hui. J'aimerais, enfin, je m'adresse à Cameron, mais j'aimerais que tout le monde dans la salle puisse participer à répondre à cette question éventuellement. Parce que d'après moi, l'Office va pouvoir survivre dans la mesure où les élus vont être persuadés qu'effectivement, ça vaut le coup de financer l'Office et d'attendre le temps que ça prend, parce que, en bout de ligne, ça bonifie les projets ou, plus largement, ça améliore notre ville, parce que c'est ça la question. Et c'est vrai aussi que c'était la conclusion de certains des exposés, peut-être celui de Mme Roy. Est-ce que la ville est plus belle? Est-ce que les citoyens sont plus heureux? Est-ce qu'on a fait des gains collectifs? Est-ce qu'on a fait des gains collectifs? Et ça, il faut pouvoir répondre à la question. Ah, ce que Cameron a dit tout à l'heure, il y a une chose qui m'a intéressée et dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais j'aimerais qu'il me précise sa pensée. Il a laissé entendre que parmi les risques possibles, le political correctness, oui. Ou est-ce que ça veut dire des projets du pareil au même? Est-ce que ça veut dire des projets qui manquent d'innovation? Est-ce que ça veut dire que les promoteurs ont tendance à répéter ce qu'on connaît déjà ou à refaire l'existant parce que la consultation et les protestations des citoyens pourrait les empêcher de faire de l'innovation? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Et à ce moment-là, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être développer des mécanismes spécifiques pour faire sortir l'innovation et pour encourager le dialogue sur l'innovation entre les promoteurs et les citoyens? Ça, alors, répétez ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des manière de faire sortir l'innovation? Comment vous avez dit ça? Oui, c'est ça. Donc, d'abord, est-ce que c'est vrai que la marge de manœuvre en matière d'innovation des promoteurs est réduite? Et si oui, est-ce qu'il y a des moyens pour favoriser le dialogue, pour générer de l'innovation,
le dialogue entre les citoyens et les promoteurs. OK. Monsieur Cameron, Monsieur Charlebois, c'est une pas mal grosse question, ça? Oui, c'est une grosse question. Merci, Marie-Odile. Monsieur Rabouin, voulez-vous contribuer éventuellement à ça? Je vais laisser M. Charlebois aller. Oui, bien sûr, mais comme je vous ai dans mon dos. Moi, j'arrive à la conclusion d'un danger. Je dis pas, je me prononce pas sur des pratiques, parce qu'il y a des promoteurs d'extrêmement bonne qualité qui font l'innovation et ils trouvent que l'innovation est aussi un outil de développement social et de développement urbain de la ville. Donc, je ne veux pas critiquer personne en disant qu'ils vont éviter à innover de la bonne façon, parce qu'il y a beaucoup qui en font. Mais je reviens à mon propos, que l'objectif d'un promoteur, quand un projet commence, c'est d'avoir un bon rapport. C'est d'avoir un bon rapport. C'est ça. Donc, on va éviter les risques. Ça dit qu'on ne prend pas de risques. Mais si je me prononçais sur la balance des considérations, un promoteur, avant de s'aventurer dans une innovation risquée, qui pourrait paraître risquée, il va vraiment se concentrer sur, peut-être un peu réducteur de la manière que je vais le dire, mais quelles sont des bébelles que je peux offrir? Des valeurs gagnantes. Non, bébelles, des cadeaux. Vraiment, des cadeaux. Quel cadeau est-ce que je peux offrir? Est-ce que je peux bien les emballer dans une apparence d'innovation? Et c'est réducteur de le dire comme ça, puis je ne dis pas qu'aucun professionnel et aucun développeur à Montréal pense dans ces termes-là. Je dis que c'est un effet collatéral de vouloir avoir un bon rapport. Et je le dis comme ça pour être un provocateur. Je ne dis pas que c'est... Je ne veux pas généraliser, là. Je dis que c'est des dangers auxquels on devrait être conscient, puis on devrait réfléchir. Moi, je pense que la question de comment on peut valoriser l'innovation en interpellant la citoyenneté et les promoteurs et les professionnels en faire valoir ou faire connaître les bénéfices de l'innovation proposée ou considérée, c'est ça la bonne voie. Mais comment le faire tactiquement, je ne sais pas. OK. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Trépanier? En partie. C'est une amorce. C'est une amorce. Très bien. Alors, Monsieur Rabouin et Madame Bérère voudraient contribuer à la discussion. Monsieur Rabouin, c'est à vous? Bien, c'est sûr que, du point de vue du Centre d'écologie urbaine, où on en cherche des projets innovateurs à Montréal, pour qu'on ne soit pas obligé d'aller à l'étranger pour voir des choses extraordinaires. Évidemment, cette question-là est délicate, parce que si les promoteurs, leur objectif, c'est qu'ils veulent prendre le moins de risques possible, bien, ils vont tous nous faire des projets qu'ils savent qu'ils vont passer facilement. Donc, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour être capable de ne pas perdre cette capacité-là à prendre des risques, à faire des bons projets, des meilleurs projets pour Montréal. Donc, à mon avis, on revient avec la question qui a été soulevée quelques fois aujourd'hui, c'est la démarche en amont. Donc, comment est-ce qu'on construit un projet puis qu'on implique les parties prenantes dans la communauté pour arriver à faire un projet qui est original, novateur, mais qui est aussi acceptable pour les gens qui y vivent. Mm-hmm. Et là-dessus, l'Office, pour moi, son rôle n'est pas clair, mais il y a des expériences intéressantes. Et là, je ramène l'exemple des terrains du CIN. Mm-hmm. À moins aussi, et on l'a dit à quelques reprises aujourd'hui, que les citoyens soient de mieux en mieux informés et contribuent et soient capables, par leurs propositions, de tirer les projets vers le haut. Il y a aussi ça dont on a parlé aujourd'hui. Madame Bérère, vous voulez répondre à cette question? En fait, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Dimitri Roussopoulos pour dire que moi, je partage aussi un peu cette lecture-là sur les risques, en fait, associés sur l'OCPM, qui serait en perte de vitesse par rapport à la représentation qu'on en a comme organisation. Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a évidemment le contexte de Montréal, c'est-à-dire, c'est clair qu'en fait, depuis les fusions, quand même, on a plusieurs modèles de participation au sein de la même ville. Puis déjà, du point de vue du citoyen, on peut se demander à quel point il s'y reconnaît dans ces diverses façons
ces divers modèles. Déjà, le fait d'avoir la LAU, appliquer la LAU avec l'OCPM, même si c'est sur des objets différents, nous, ici, on connaît, on arrive à peu près comme spécialiste, on sait que c'est sur des objets différents, mais c'est pas si évident. Donc, ça amène, et pour les élus aussi, c'est pas non plus facile de gérer deux modèles qui sont très différents. Vous l'avez dit tout à l'heure, le référendum par rapport à des audiences publiques, c'est complètement différent. Puis ensuite, on a aussi d'autres modèles qui se mettent en place de façon plus localisée. Et ça, donc le contexte de la Ville de Montréal amène, d'après moi, un marché de la participation au sein même de la Ville de Montréal. Mais ça correspond aussi au fait que il y a des changements aussi dans la participation publique. Ça fait 20 ans qu'on fait 30 ans de la participation publique, voire 40 selon les pays. Puis c'est clair qu'il y a des évolutions dans cette pratique-là, comme ce qui fait que tout le monde parle d'amont, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une évolution de la réflexion là-dedans, mais qui correspond aussi au fait que l'offre en matière de participation est assez incroyable. Je veux dire, en termes de dispositifs qu'on peut aller chercher, pas nécessairement qu'ils existent, que comme citoyens, on peut ils sont là accessibles à nous, mais on a un choix. Et ça veut donc dire, en fait, que c'est pas si facile de s'y retrouver. C'est comme c'est un marché très fragmenté quelque part. Donc, et de voir que c'est pas les équivalences qui existent entre une démarche localisée par rapport à l'OCPM, par rapport à la LAU, puis d'autres choses qui sont offertes. On a parlé de Marconi tout à l'heure, l'exemple. C'est pas facile de s'y retrouver là-dedans. Et c'est le contexte même de la participation publique qui est en évolution. Je pense qu'il y a une affaire où il faut comprendre qu'il faut qu'on tienne notre bout, que c'est une pratique qui est là pour rester, puisqu'elle a déjà beaucoup d'historique, mais qu'on est dans une période un peu charnière, en fait, puis que la Ville de Montréal vit cette période de charnière-là. Par rapport, juste pour terminer, sur les comportements collatéraux, que j'ai trouvé très intéressante comme expression, en fait, moi, je veux dire, j'ai pas de problème avec les comportements collatéraux du point de vue politique. C'est normal, dès qu'il y a une réforme, il y en a toujours des comportements collatéraux en tant que tels. Le fait que les entreprises aient besoin de plus de relations publiques à cause de la participation. Il y a plein d'autres cas aujourd'hui où les entreprises ont besoin de relations publiques. C'est pas juste lié à ça en tant que tel. C'est juste de voir, par contre, si ça permet de maintenir un certain équilibre. C'est-à-dire que si on a créé la consultation, c'est parce qu'on a voulu diminuer le déséquilibre qui existait entre certains acteurs qui ont des accès aux élus, puis d'autres que c'est bien compliqué. Alors, si les comportements collatéraux amènent à faire en sorte que ce qu'on a mis l'OCPM, par exemple, en place, bien, finalement, ces comportements collatéraux visent à réduire le risque qui est maintenant retransféré en partie, parce qu'il y a toujours un accès privilégié des acteurs économiques aux élus. À partir du moment où ils ont un peu plus de risques, effectivement, assurés, ils ont des comportements collatéraux. C'est normal pour gérer ce risque-là. Moi, je ne ferai aucun reproche, je trouve ça tout à fait normal. Par contre, il faut juste voir les effets que ça a, que ça ne vienne pas, en fait, atteindre la réforme. Pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place des outils comme le CPM? Donc, c'est juste les comportements collatéraux, à partir du moment où ça ne vient pas défaire l'objectif de départ de l'institution, ça peut aller. Mais en même temps, bien, il y a de quoi s'inquiéter. C'est une réaction normale, quoi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est sûr qu'il faut s'inquiéter quand on voit qu'il y a ces effets de compétition autour du marché de la participation. C'est sûr que c'était un enjeu important d'essayer de voir la place singulière que l'Office, justement dans ce marché de la participation. On ne réglera pas la question aujourd'hui. On l'a fait émerger. Il reste 3 minutes. Monsieur Gariepi et monsieur... Non, allez-y, monsieur. Mais je vais vous prendre tous les deux en rafale. Et puis, on va demander à nos invités d'y répondre rapidement. Monsieur, nommez-vous? Merci, Michel. Michel, vous n'auriez pas dû vous rasseoir. Allez-y, monsieur. Claude Beaulac, je suis le directeur général de l'Ordre des urbanistes du Québec. Bonjour. Bonjour. Et je vous dirais, j'ai écouté tantôt, je voulais intervenir peut-être au début, après la discussion de l'exposé de Mme Roy sur le rôle des professionnels dans tout le processus. Mais ce que je voudrais retenir dans tout le processus qu'on discute au niveau de la consultation et la place de l'Office dans le processus d'élaboration d'un projet. Donc, on a un processus décisionnel dans lequel un promoteur, que ce soit une grosse corporation ou même un individu, veut changer quelque chose. Bien sûr, il arrive avec un projet qui, lui, répond à certains objectifs, mais il peut choquer dans la transformation que ça apporte dans le milieu et des intérêts des autres personnes.
On peut faire un processus pour essayer de faire des compromis. À mon avis, c'est jamais le bon processus. À mon avis, il faut de travailler plus à un processus créatif. Dans quelle mesure ce nouveau projet-là donne des opportunités aussi aux autres. Très souvent, dans la médiation, on va parler de médiation sociale, on va essayer de réduire les conflits, etc., plutôt que de créer des plus-valeurs, des plus-values. Et c'est ce que Cameron parlait, quels sont les gains positifs que le processus amène. Donc, la consultation publique, la participation publique, quels sont les processus, qu'est-ce que ça amène de plus? La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Et, à mon avis, là vient le rôle du professionnel, qui, par l'écoute des besoins, des choses exprimées, souvent des sous-entendus, peut traduire. On parle d'un processus de design, de bien comprendre les besoins qui sont exprimés ou les choses, essayer de proposer des solutions plus créatives et plus créant de plus-value. Si le professionnel ne fait pas ça, en tout cas, comme urbanisme, moi, mon rôle, je le perçois comme ça, et pour avoir participé à l'élaboration de plusieurs projets, j'ai travaillé pour des promoteurs, etc., pour des villes, comment on arrive à ça? Et très souvent, on va avoir une adhésion plus large parce qu'on voit des gains. On ne voit pas juste des compromis, actuellement dans les compromis. Et donc, de transformer la médiation et ces processus-là en processus créatifs, c'est ça l'enjeu. Le travail en amont, c'est dans ce sens-là que ça se travaille. Comment on parlait de planification, comment on arrive à essayer d'arrimer les intérêts pour créer des gains aux individus et à la collectivité, pas seulement à la collectivité, mais aussi aux individus, et compenser les pertes qu'on peut avoir. C'est ça le défi, je pense, de tout le processus qu'on va mettre en place. Comment l'Office va jouer ce rôle-là, ou peut être un des acteurs, parce que c'est un des acteurs, ou comment les processus qu'on va prendre à la ville pour amener un processus encore plus, je pense que c'est là qu'on va avoir la légitimité. Et quand on regarde les tensions qu'il y a actuellement, comme le vouloir d'éliminer le référendum au niveau du zonage. Pourquoi? Parce que justement, il y a des oppositions négatives et ce n'est pas un processus qui est créatif, c'est un processus qui est opposable et qui est toujours en guerre plutôt qu'en processus de gain. Contribution. En contribution, etc. Donc, bien, voilà. Merci beaucoup, M. Beaulac. M. Gariepi, vous aurez la question de la fin ou de l'observation? C'est plutôt une observation. Moi, je pense qu'il y a un plus contexte... près du micro. Je sais que vous êtes un grand homme, mais il faut soit vous pencher Moi, je pense qu'il y a un danger. C'est ce que je qualifierais du syndrome bouée de sauvetage. C'est-à-dire que nous vivons un cynisme à l'égard des institutions politiques traditionnelles et il y a dans le paysage une institution crédible qui est l'OCPM. Il faudra faire attention de ne pas empiler sur cette institution qui fonctionne bien une série d'attentes et d'exigences qui auraient pour but de la fragiliser dans le long terme. Et fragiliser, je reviens à la question de Dimitri, pour moi, c'est quasi dans l'essence même de ces tiers neutres, de ne pas être stable, d'être précaire. Je serais inquiet même d'un organisme qui serait assuré à vie de survivre. Je me dirais, oups, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être qu'il ne dérange pas assez. Donc, un organisme comme ça doit déranger et ça a comme résultante que son existence même est périodiquement remise en question. Donc, vous ne croyez pas qu'il faut avoir une stratégie actuellement pour la... stratégie, mais je ferai attention à ce qu'a proposé Cameron, parce que même si, en tant qu'universitaire, je ne peux qu'applaudir à des études qui permettraient de démontrer les plus-values, je vous rappellerai des dossiers, le casino, pour ne pas le mentionner, qu'on était capable de trouver des universitaires très crédibles pour montrer quel merveilleux projet on vient de perdre. Alors, pour moi, c'est davantage au niveau des parties prenantes, c'est-à-dire que l'OCPM a un défi, c'est de maintenir des liens avec ses parties prenantes, et je rappellerai les modifications que le gouvernement d'alors avait voulu apporter au BAP, au mandat du BAP au début des années 90, mais c'est les parties prenantes, en particulier le milieu économique, qui est intervenu pour dire, écoutez, là, si vous nous enlevez ça, ça va sortir ailleurs, donc on préfère vivre avec les inconvénients du BAP, plutôt que d'avoir... Que ça retrousse ailleurs. Que ça retrousse ailleurs. Merci beaucoup de ces propos pleins de sagesse. Alors, chers amis, je pense, étant donné que j'ai 5 minutes de retard, je vais quand même vous demander de remercier chaleureusement Luc Rabouin. Merci de nous avoir attendus et de votre contribution. Madame Bérère, Monsieur Charlebois,
je pense qu'il mérite une main d'applaudissement. Merci. Très bien, très intéressant. Merci beaucoup. Ça montre aussi